Merci beaucoup pour l'invitation. Donc on va, vous avez compris, faire la présentation en duo et effectivement vous montrer que quand moins on a d'échantillons, le mieux c'est de bien les regarder et d'avoir de l'histologie. Et effectivement, signature et maladie rare, c'est quand même chercher une aiguille dans une botte de foin avec les principaux objectifs d'identifier des signatures moléculaires, c'est, on l'a vu déjà ce matin, améliorer la caractérisation de la maladie, décrire les mécanismes physiopathogéniques, identifier des biomarqueurs qui soient diagnostiques, pronostiques, théranostiques, etc. Mais le problème, c'est qu'on est face à des maladies rares, donc des petits effectifs, et donc souvent des manques de puissance statistique qui font face à des études de biologie moléculaire qui vont nous donner des renseignements sur un très très grand nombre de gènes ou de molécules. Et donc l'exemple, et Pierre-Emmanuel l'a parfaitement illustré, la maladie vasculaire portosinusoïdale, c'est une maladie rare, mais c'est une maladie rare et en plus c'est une entité très hétérogène. Donc on va avoir, comme il vous l'a dit, dans certains cas, des lésions qui vont vraiment toucher plutôt les vaisseaux portes dans les espaces portes, avec des anomalies, ils vont disparaître, ils vont avoir des calibres inégaux, une paroi tout à fait pathologique. Dans d'autres cas, vous allez avoir peu d'anomalies portales, mais des lésions régénératives dans le lobule. Et puis, dans un autre spectre, on va avoir là aussi souvent des lésions des vaisseaux portes, et puis qui va s'accompagner d'une fibrose qui va définir des septa, mais on n'aura pas l'aspect nodulaire classique de la cirrhose, dont la terminologie de cirrhose septale incomplète. Donc vous voyez, sous une même terminologie, des portraits anatomopathologiques tout à fait différents. Et donc une des approches que l'on peut faire pour étudier ces maladies rares, et je vous ai mis ce papier récent qui s'intéressait au SOS, c'est de combiner des approches. Et en combinant les approches, eh bien, on va pouvoir identifier plus facilement, donc des approches omiques, identifier des biomarqueurs. Et puis, pourquoi l'intérêt de l'imagerie? Alors, on a vu les travaux de single cell, il y en a de plus en plus publiés. Je vous montre cet exemple dans le cholangiocarcinome intrahépatique pour faire plaisir à Laura. Vous voyez, quand on fait du single cell à partir de 5 cholangiocarcinomes intrahépatiques, 3 fois non tumoraux, cholangioca qui est quand même une tumeur rare comparé au carcinome hépatocellulaire dans les tumeurs primitives hépatiques, et bien voyez, on peut identifier 10 types cellulaires, du contingent immunitaire, des cellules endothéliales, des fibroblastes et bien entendu des cellules tumorales. Et dans les cellules tumorales, eh bien, on va voir qu'il y a plusieurs clusters de cellules tumorales, mais quand on regarde, et on l'a bien vu ce matin à l'illustration des myofibroblastes portaux, eh bien on va voir un grand nombre de CAF qui est tout à fait différent. Vous voyez qu'il y a 6 clusters différents de CAF dans les cholangiocarcinomes. Donc ça, c'est joli, mais ça ne vous dit pas où sont les cellules, quelle cellule va communiquer avec quelle cellule, etc. Et donc, c'est dans ce contexte-là que l'imagerie moléculaire va nous apporter des renseignements encore pas plus important, mais complémentaire. Et ces techniques d'imagerie moléculaire vont nous permettre de faire une analyse à l'échelle vraiment quasi-cellulaire. On peut combiner les analyses, faire de l'ARN, faire de l'ADN, faire des protéines, etc. On va avoir une analyse des différents contingents cellulaires, et y compris identifier des populations cellulaires qui sont très rares, avoir la localisation de ces cellules, leur interaction entre les différentes cellules, et de plus en plus, ces outils d'imagerie moléculaire vont pouvoir être accessibles pour une application en routine. Merci. Donc moi, je vais parler plutôt technique, avec peu d'exemples sur les maladies rares du foie, même de foie, vous m'en voudrez pas. C'est juste pour illustrer un peu ce qu'on peut faire. Il y a vraiment, on est inondé de technologies spatiales, clairement. Elles ne sont pas toutes accessibles en termes de prix, ni en termes de machines même parfois, mais on peut les diviser il y a un peu 2 grands axes qui permettent de savoir un peu ce qu'on veut faire, suivant la question qu'on va poser évidemment. Donc ça va être, soit on va avoir alors ils appellent ça la plexity en anglais, j'aime pas trop le mot, mais le niveau de multiplexage qu'on peut avoir, qui peut aller jusqu'à la base du génome. Bon,
si ça vous intéresse évidemment. Mais la plupart des méthodes sont généralement sous le multiplexage d'un transcriptome entier. Donc on a généralement que peu de gènes. Et on a souvent un trade-off sur j'ai peu de gènes et en échange, j'ai une meilleure résolution. Et donc les résolutions sont parfois à l'échelle de 100 nanomètres et pour d'autres techniques plutôt à l'échelle de 100 microns. Donc c'est vraiment un choix qu'il faut faire de la technique de résolution versus multiplexage. Et il y a un autre aspect évidemment, c'est quelles molécules on va mesurer, ADN, ARN, protéines, sachant que concrètement les techniques ARN, alors je ne parle pas de l'ADN, mais les techniques ARN sont clairement les plus résolutifs et avec le meilleur multiplexage. Et donc tout ça, là il n'y a pas la partie histologique qui est importante aussi. Donc évidemment, l'anapath est utile, mais il ne va pas regarder toutes vos cellules une par une. Donc on va parler un peu plus tard de l'approche IA sur l'histologie, juste sur l'image. Il y a un dernier aspect qui est très important quand on fait l'analyse de tissus, en spatialisé sur les techniques d'imagerie moléculaire, qui est quasiment jamais prise en compte et rarement présentée, c'est que certaines technologies sont vraiment sur des zones minuscules. Parfois, on est sur quelques millimètres carrés, ce qui n'a parfois aucun intérêt. Des fois, c'est très intéressant, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Et d'autres sont sur des blocs entiers, on peut même mettre 2 blocs quasiment sur un profilage d'imagerie moléculaire. Donc il y a 3 grandes familles, grosso modo, de techniques. Il y a celles qui sont basées souvent plutôt sur le séquençage, avec des barcodes qui sont séquencés en fonction de la position où on les a retrouvés. Les techniques plutôt d'imagerie, par fluorescence généralement, ou par immunohistochimie, et les techniques plutôt basées sur la spectrométrie de masse, où là aussi il y a plusieurs types d'approches. Donc, juste au cas où, je pense la plus utilisée du moment, parce que c'est la suite de ce qu'on faisait en single cell, donc pourquoi pas faire du single cell spécialisé. C'est pas vraiment du single cell, les spots font en gros 100 microns, sont en gros tous les 100 microns. On pense qu'on va avoir 18 000 gènes, en réalité on en a plutôt 3 000 par spot. On a 5 000 à 12 000 spots suivant, donc là c'est une technique en particulier. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on a un tissu qu'on pose, qu'on associe à une lame de verre, où tous les 100 microns on a un spot avec un barcode spécifique de la position géographique du tissu. Et donc, qui est associé à soit une queue polia quand c'est du congelé, soit une capture particulière quand c'est du FFPE, parce que maintenant, ça marche en FFPE. Et donc, on va pouvoir séquencer chaque ARN et lui associer une position sur le tissu. Donc, l'intérêt de ça, c'est vraiment de pouvoir essayer d'analyser un peu la morphologie, parce que pour une fois, on a l'image du tissu, l'image de la cellule qu'on analyse, et le transcriptome, ou ce qu'on espère être proche d'un transcriptome. Je dois mettre un warning assez important sur le single cell. Donc, moi, je fais plutôt du cancer. Il est impossible, quand on a une cellule d'un single cell, de savoir si la cellule est tumorale. C'est impossible. La cellule normale, qui est assez proche, est indifférenciable de la cellule tumorale, sauf si on a mis des barcodes spécifiques d'une mutation, etc. Donc, le contexte est tellement plus important ou tellement complémentaire du transcriptome pour savoir ce qu'on regarde. Et donc, du coup, soit c'est du voisinage transcriptomique dans le single cell, soit en l'occurrence, et c'est tout l'intérêt de ces approches-là, on voit la cellule. On sait où elle est, on sait dans quelle architecture elle se trouve, etc. Donc là, je voudrais juste donner un exemple. Donc, c'est plutôt sur ce qu'on fait nous. C'est une tumeur, c'est une prénéoplasie pancréatique. Et en fait, c'est pour la première fois, on arrive à voir qu'on a 3 types de phénotypes de la même tumeur, de la même prénéoplasie au sein d'une lésion pancréatique, alors qu'on pensait qu'elles étaient assez homogènes. Et alors, voilà. Donc ça, c'est un peu le Père Noël qui vient d'arriver, en tout cas pour moi. C'est du multiplexage ARN. Donc ici, c'est un foie de souris. Ça fait à peu près 1 cm de côté. Et donc vous avez environ 300 000 cellules, 400 000 cellules. Et là, on a de la fluorescence, on a de l'API, on a aussi une fluorescence membranaire. On voit un peu la limite des cellules, ce qui est plutôt pratique. Je zoome un peu, je vous emmène quelque part pour que vous voyez un peu la résolution. Et en fait, ce qu'on arrive à voir, c'est qu'on arrive à voir vraiment un spot d'ARN, d'un ARN, avec une résolution de 100 à 200 nanomètres. Et on voit l'expression de jusqu'à 1000 ARN avec une résolution de 200 nanomètres sur 300 000 cellules. Donc là, alors il y a d'autres techniques, il y a plusieurs marchands, plusieurs types d'approches. On a jusqu'à 6000 ARN avec une moins bonne sensibilité ou 300 ARN avec une très bonne, suivant la taille. Donc voilà, il faut se poser toutes ces questions et de où sont disponibles les machines. Mais là, concrètement, ici, ça c'est probablement ce qui ressemble à un fossile de transcription où on a au moins un ARN. Ici, je vous ai mis l'endoglynine, donc c'est plutôt les cellules endothéliales, normalement. Donc ça, c'est un autre problème, c'est qu'on n'a pas l'HES. Donc nous, ce qu'on a l'habitude de voir, nos modèles, ils marchent sur l'HES. Et du coup, on a moins d'informations en fluorescence. Mais bon, on s'en sort quand même, surtout qu'on a quand même la quantification pour chaque cellule de jusqu'à 6000 ARN. Donc voilà, on peut aussi avoir une espèce de mélange de morphologie moléculaire. Donc c'est ce qu'on essaie de faire.
Et donc, ça, c'est en gros ce qu'on arrive à avoir. Donc, les cellules sont segmentées. On a l'expression ici avec que 300 gènes. On a le spot de chaque gène, de chaque ARN, pardon. Et donc, voilà, donc on peut designer les sondes pour que ce soit des bactéries, pour que ce soit des virus, pour que ce soit des variants de spacing. Voilà, donc faites ce que vous voulez. Du moins que vous payez, a priori. Donc, Rémi vous a montré de l'ARN. En protéines, c'est quand même un peu plus simple, hein. Les protéines sont moins fragiles que les ARN. Vous êtes sûrement assez au courant de ces techniques de multiplex, d'immunohistochimie multiplexée, où vous allez pouvoir détecter à partir d'une coupe tissulaire, qu'elle soit fixée ou congelée, un certain nombre de marqueurs protéiques. Ça fonctionne en fond clair, en fond fluo. Il y a différentes plateformes analytiques qui sont disponibles. Vous voyez, ça va de 5 à 40 marqueurs. Bon, ça reste quand même assez coûteux et avec un bas débit. À côté de ces approches-là, où là, vous savez ce que vous cherchez, on peut aussi envisager de faire une approche sans a priori, beaucoup plus globale, et c'est ce qu'on a décidé de faire dans le laboratoire, c'est-à-dire on a développé une plateforme d'imagerie MALDI, c'est-à-dire une imagerie par spectrométrie de masse. Donc c'est de l'in situ à partir des coupes tissulaires fixées ou congelées, où on va faire en gros du protéome sans approche a priori. Donc on va combiner la spectrométrie de masse à l'analyse morphologique et on va obtenir la distribution spatiale de centaines et milliers de protéines en fonction de leur localisation au sein d'un échantillon tissulaire. Donc on peut imager des protéines, des peptides, des métabolites, des lipides, on peut imager des drogues, les métabolites de ces drogues, etc. La résolution, vous voyez, est quand même assez bonne, 5 à 10 microns. Et je vous ai dit, ça se fait également sur fixé ou congelé. Alors comment ça marche ? On applique notre coupe tissulaire sur une lame spécialisée ITO. On incube notre coupe tissulaire avec une solution qui s'appelle la matrice, qui permet de ioniser les molécules qui sont incluses dans le tissu sous l'effet d'un laser. Donc on va bombarder point par point de notre coupe avec un faisceau laser. Ça va entraîner la ionisation des molécules qui vont être ensuite accélérées dans un tube électrique et les molécules vont atteindre un détecteur et on va les détecter en fonction de leur charge, mais surtout de la masse moléculaire. Et donc, on va obtenir cette fameuse carte moléculaire, carte protéique, qui va être complètement représentative de votre échantillon tissulaire, ici coloré par l'hématéine et éosine. Et donc, c'est assez simple comme technologie, hein. On va obtenir des coupes tissulaires. On travaille en général à 3-5 mus. On va incuber notre matrice, introduire la lame avec les coupes dans le spectromètre de masse et ensuite on va pouvoir obtenir cette carte moléculaire. Et si on veut, il y a des pics protéiques qui nous intéressent, et bien après on pourra aller séquencer ces protéines particulières. Donc juste quelques exemples que l'on a obtenus. Par cette approche, on avait identifié des marqueurs d'invasion vasculaire microscopique dans les carcinomes hépatocellulaires, qu'on avait ensuite pu les valider par immunohistochimie. Là, vous voyez que c'était des marqueurs associés aux histones H4 et qui étaient spécifiques de certaines modifications épigénétiques de ces histones H4. Et puis, on a plus récemment fait un travail sur une tumeur rare qui est l'hépatocholangiocarcinome, qui est une tumeur qui associe des contingents de cholangioca et des contingents de CHC au sein de la même tumeur. Alors ça fait 30 ans qu'on se bagarre sur la classification anatomopathologique de ces tumeurs et en fait c'est l'exemple parfait de l'hétérogénéité intratumorale. Un papier japonais s'est amusé
à quantifier le pourcentage de chacun de ces contingents dans une série de tumeurs mixtes. Et vous voyez, en fonction de la tumeur mixte, certaines ont plus de CHC, d'autres plus de cholangioca. De temps en temps, il y a des contingents qui sont plutôt associés à des marqueurs de cellules progénitrices. Donc vous voyez, c'est vraiment une hétérogénéité très riche. Et donc, quand vous allez microdisséquer pour faire de l'analyse moléculaire, on ne sait pas trop ce qu'on microdissèque. Donc, d'où l'intérêt de ces approches d'imagerie moléculaire. Et donc, on a récemment sélectionné une petite série d'hépatocholangiocarcinomes qu'on a traités par imagerie MALDI. Et vous avez ici 3 exemples de tumeurs différentes. Et ça, c'est la zone qui a été soumise au laser. En rouge, c'est le contingent CHC, parce qu'on a bien entendu la vérité avec l'analyse histologique. Donc en rouge, le contingent CHC, en vert, le contingent cholangioca. Et donc en fait, par cette approche, on peut assez facilement calculer la proportion de chacun des contingents au sein de notre coupe tissulaire. Donc ça, vous voyez, c'est assez simple. Après, on est assez résolutif. Et donc ça, c'est pour vous montrer qu'on est capable de, bien entendu, séparer le contingent CHC du contingent cholangioca, mais on est également capable de voir au sein de la fibrose du contingent cholangioca les fibroblastes, les autres cellules, et de la même façon, au sein de la fibrose, que ce soit dans le foie péritumoral ou même au sein du contingent carcinome hépatocellulaire, on est vraiment capable d'obtenir une distribution de chacun de ces contingents histologiques. Et alors là, plus, à mon avis, innovant, c'est qu'avec ce type d'approche, on voudrait développer en fait de l'immunohistochimie virtuelle. Alors, comment on fait? On sait qu'on a des anticorps qui vont reconnaître le contingent cholangioca, c'est le CK7. Donc, par exemple, sur cette tumeur-là, vous voyez, il n'y a qu'une partie de la tumeur qui est du cholangioca, donc qui est allumée par le CK7. On a des marqueurs associés au CHC, c'est le glipican, c'est la même tumeur, donc on a contingent de cholangioca ici, contingent de CHC ici. Donc, en routine, on va faire plein de lames histologiques, plein de coupes histologiques serrées pour faire ces différents anticorps. Et bien avec une coupe en imagerie MALDI, en utilisant une méthode où on fait de la digestion in silico, c'est-à-dire qu'on connaît les peptides de digestion du CK7 et du glipican, par exemple, et on va aller les imager. Et donc, à partir d'une seule image, vous allez pouvoir avoir toutes les immunohistochimies que vous souhaiteriez faire, qui auraient utilisé peut-être une dizaine ou une quinzaine d'anticorps. Donc ça, on est en train de beaucoup travailler sur ce concept d'immunohistochimie virtuelle. Et puis, dans le domaine de la spectrométrie de masse, il y a une autre approche qui utilise des anticorps. On peut en utiliser jusqu'à 100 pour une seule coupe, qui sont marqués avec des métaux. Et juste pour vous montrer la puissance de ces approches ici, ils ont utilisé ça dans le cancer du sein triple négatif. Et ils ont pu mettre en évidence, grâce à cette imagerie, qu'il y avait 3 types de cancer du sein triple négatif. Ils s'intéressaient au profil immunologique de ces tumeurs. Il y avait des tumeurs qui étaient cold, donc qui n'avaient pas de population immunologique à l'intérieur. Il y avait dans les tumeurs qui avaient des cellules immunitaires au sein de la tumeur, ils ont pu identifier 2 types différents. Un type mixte, c'est-à-dire où les cellules tumorales sont au contact des cellules immunitaires. Et le deuxième groupe, c'est vous avez la tumeur et le contingent immunitaire se met en périphérie, à l'interface entre la tumeur et le sein non tumoral. Et ils ont pu montrer que le groupe où le compartimentalisé, où vous avez le contingent immunitaire à l'interface, était un sous-groupe qui présentait un bien meilleur pronostic que les autres. Et puis, pour terminer, vous savez que
on fait ou du virtuel ou de l'augmenté. Et là, nous, on fait de l'augmenté avec de la pathologie augmentée. C'est juste essayer d'utiliser des approches d'intelligence artificielle à partir directement de nos coupes histologiques. Alors, quels sont les intérêts? Eh bien, avec ces approches morphologiques, on va pouvoir faire des analyses quantitatives automatisées. Donc, on va un peu chanter la subjectivité et la non-reproductibilité de l'anatomie pathologique. On va pouvoir capturer des critères morphologiques que l'on ne sait pas voir avec notre œil. Et puis, on va pouvoir extraire toutes ces données très massives et utiliser des réseaux de neurones pour faire des algorithmes. Et là, je laisse Rémi montrer une application. Alors, je donne un exemple. On a travaillé pendant pas mal d'années sur la stratification des cancers du pancréas, encore une fois. Et on a défini en gros 2 phénotypes de la partie du contingent épithélial, basé sur l'ARN principalement. Donc un phénotype dit basal et un phénotype dit classique, l'un étant plus agressif que l'autre. Et on a aussi déterminé plusieurs types de stroma, puisque c'est un cancer avec une grosse réaction desmoplastique, un peu comme le cholangiocarcinome. Et on avait défini plusieurs types de stroma, en particulier le stroma dit inactif, qui était moins proliférant, entre autres, et le stroma dit plutôt actif, donc de CAF activé. La question, c'était est-ce qu'on va être capable de retrouver l'information sur l'histologie, avec un challenge énorme qui est que, vu qu'on a fait ça il y a très longtemps, les transcriptomes en l'occurrence, on ne savait pas du tout comment les faire à l'époque, on les faisait un peu n'importe comment, on ponchait le bloc, on envoyait, là c'était des micro-arrêts, même pas du séquençage, mais on l'a fait aussi en RNA sec, donc on ponchait le bloc dans ce sens-là et on a l'image dans l'autre sens. Bon. Donc, est-ce qu'on va pouvoir y arriver? Donc, ce qu'on a fait, c'est que dans un premier temps, on a découpé les lames histologiques, qui sont des images assez gigantesques, en petites tuiles pour travailler sur quelque chose de plus abordable. Et on a développé d'abord un premier outil pour déterminer quelles étaient les zones tumorales, épithéliales tumorales, et les zones stromales de la tumeur. Donc ça, c'est assez simple. On a demandé à un pauvre interne à la patte d'entourer des millions de lames, d'entourer pas mal de zones, ce qui était assez compliqué, la pauvre, mais ça a été très utile, parce qu'ensuite on a pu travailler au sein de la zone tumorale, et là on a développé un outil qui permettait, à partir du label global de la tumeur, de trouver localement les tuiles, donc les sous-parties de la tumeur qui font en gros 112 microns sur 112 microns, les tuiles qui étaient plutôt de type basal et les tuiles qui avaient une morphologie de type classique. Et on a fait pareil avec le stroma, donc on arrivait à avoir sur une lame entière, à partir du pourcentage global mal estimé par le punch en microarray ou en RNA sec, de retrouver la morphologie des 2 types de stroma, inactifs et actifs. Et donc en fait, on a peint la tumeur, c'est pour ça qu'on l'appelait pack paint, parce que pour toutes les tuiles, on avait, je sais plus, 2500 lames, je crois, on a pu identifier pour chaque zone de la tumeur, déjà si c'était de la tumeur, ce qui est déjà pas mal, et si c'était un stroma de type actif ou un stroma de type inactif, et si le contingent épithélial, donc déjà on peut le quantifier en comptant le nombre de tuiles tumorales, parce qu'il y a d'autres applications, mais aussi on peut savoir si ça a une morphologie plutôt de type basal, plutôt de type classique. Et évidemment, en ayant fait tout ça, on s'est rendu compte que c'était absolument pas aussi simple de dire que c'est basal, c'est classique, que toutes les tumeurs étaient quasiment un mélange des 2 sous-types, et donc on s'est rendu compte de l'étendue de l'hétérogénéité intratumorale grâce à cette approche assez exhaustive donc il y avait 450 patients, et donc en étant exhaustif sur l'analyse phénotypique de l'ensemble des zones tumorales de tous les blocs de la chirurgie, on avait pu identifier un peu différents groupes en fonction de la dynamique en fait, de l'hétérogénéité de ces cancers-là. Donc ça, c'est un peu les prémices de ce qu'on peut faire avec l'IA, entre guillemets, sur l'ensemble de ces lames anapathes, qui sont nombreuses. Je voudrais revenir sur un autre aspect qui est un peu plus... une fois qu'on a peint cette tumeur, qu'est-ce qu'on en fait? Donc nous, ça nous a intéressé pour décrire un peu le niveau d'hétérogénéité, mais en fait, la prochaine étape, c'est d'essayer de comprendre pourquoi, qui est à côté de qui, c'est quoi l'organisation, quelle structure on a. Et donc là, c'est un peu plus compliqué, donc on commence tous à peine dans ce genre d'approche. Et donc là, c'est une analyse peu importe la technique. La technique, c'est vous qui choisissez, ça peut être de l'IA, ça peut être tout ce qu'on a présenté tout à l'heure en protéomique, en ARN, etc. L'idée, c'est qu'on va avoir des compositions différentes, très bien, différents types de lymphocytes, de macrophages, que sais-je. Une fois qu'on a ça, donc c'est ce type de carte qu'on va avoir. Pour chaque cellule, on sait de quel type c'est, et on sait où elle se trouve, ce qui est intéressant par rapport au single cell. L'idée, ça va être d'essayer de définir des voisinages cellulaires.
pour essayer de comprendre qui est à côté de qui. Pourquoi est-ce qu'on a plus souvent, où est-ce qu'on a plus souvent un B à côté d'un T? Est-ce que ça ressemble du coup à un TLS ou pas du tout? Donc c'est ce genre d'approche qu'on va essayer de mettre en place. Là, il y a une multitude de méthodes qui arrivent, qui viennent pas toujours, mais parfois de l'analyse géographique, parce que c'est des questions qu'on se pose depuis très longtemps sur les images satellites, par exemple. Et puis, on va commencer à essayer de comprendre, à poser des questions un peu plus particulières de est-ce que j'ai un type de cellulaire qui colocalise avec un autre de façon assez fréquente? Et encore plus intéressant, en tout cas, d'après moi. D'accord, mais quand j'ai une colocalisation entre le type A et le type B, c'est quoi la différence entre une cellule A, donc ici c'est très générique, hein, mais c'est quoi la différence entre un macro qui est à côté d'un T, alors qu'un macro qui n'est pas à côté d'un T, qui est tout seul qui est à côté? C'est quoi la différence phénotypique en termes de quantification d'expression ARN, morphologique? Bon, ça va être difficile à mon avis, mais est-ce qu'ils ont un récepteur cytokinique différent? Lequel? Pourquoi? Est-ce qu'il est exprimé différemment? Et donc, toutes ces questions-là, on va pouvoir se les poser. Encore faut-il les avoir. L'autre question, c'est aussi donc, cette histoire de structure, de voisinage. Parce que ces structures sont généralement pas aléatoires. Mais on ne les connaît pas forcément. Les TLS, ils sont bien décrits. Maintenant, toutes les structures qui changent, pourquoi, comment, on peut les compter. Donc, on peut avoir plutôt des approches macroscopiques de macrostructures cellulaires et les compter de façon exhaustive ou pas, suivant la méthode qu'on a utilisée. Donc les analyses spatiales vont permettre de faire ce genre de choses, ce qu'on ne pouvait pas faire avant quand on était sur du single cell un peu plus... qui est utile maintenant d'ailleurs pour essayer d'interpréter ce genre de choses, mais c'est ça qu'on essaie de faire aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc on n'a pas de conclusion. On voulait vous remercier juste pour non, mais vraiment dire que ce sont des approches qui sont complémentaires de ce que l'on peut faire sur du brut en quantification et qu'il y a quand même une gamme très variée d'approches. Et je crois que ce que Rémi a dit, c'est avant de se lancer dans une approche qui coûte quand même, ce sont des approches qui sont encore assez onéreuses, et ben de bien réfléchir à quelle est la meilleure approche que je dois utiliser. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de temps pour les questions. Donc, non, mais on va quand même en prendre peut-être juste une ou deux. Et puis on discutera surtout à la pause café, je pense. Alors, est-ce que vous avez des questions? Finalement, du point de vue du chercheur, ce qu'on veut, c'est la lame, ça c'est sûr, l'histo, et repérer les cellules ou des expressions de gènes à l'échelle ARN ou protéomique in situ. Ça, c'est vraiment le rêve. Donc finalement, la méthode la plus accessible aujourd'hui, c'est laquelle? L'IHC? Ah non. Non, mais la quantification d'une protéine... Oui. Alors, j'ai oublié de dire une chose, parce que la hantise du chercheur, c'est de louper quelque chose. Non, c'est les anticorps. C'est les anticorps. C'est les anticorps. Parce qu'on voit vraiment beaucoup de bêtises dans la littérature qui sont dues au fait que les anticorps... Surtout chez la souris, je trouve, moi. Certainement chez la souris, ça je peux te le dire. Oui, peut-être que... C'est vrai, peut-être qu'il y a plus d'efforts pour développer des anticorps spécifiques. Oui. Donc là, je vous dis tout de suite, l'immunohistochimie, non. Justement, moi, ce qui me plaît dans le mal d'Itov, c'est qu'on peut... s'affranchir des anticorps. Et puis l'ARN, bon, alors le problème de l'ARN, c'est qu'on ne sait jamais si ça va jusqu'à la protéine, mais quand même, le plus souvent, non? On ne sait jamais si la protéine est fonctionnelle. Oui. Non, mais vraiment, moi, personnellement, le multiplexage de haut niveau d'ARN, c'est ce qu'on voit en single cell, ça permet d'identifier des phénotypes qu'on ne voyait pas avant par des combinaisons de marqueurs. Donc, ce n'est pas forcément une protéine qui s'intéresse, c'est plutôt un phénotype qui va être défini par un ensemble de gènes. Donc, pour moi, l'ARN, c'est plus simple dans ce sens-là. Pas analyser, mais pour obtenir des choses intéressantes. Et après, ça dépend vraiment de la résolution. Nous, on fait beaucoup de Visium maintenant, qui est cette approche un peu RNA-seq par gros spot, entre guillemets. C'est assez cher. On est toujours déçu de ne pas avoir une seule cellule. Mais bon, en faisant un peu d'IA sur pour identifier chaque noyau, voir à quoi il correspond, et à force de les voir, on sait quel phénotype c'est. C'est une possibilité. Et sinon, si on a plein d'argent, ce multiplexage de 1000 ARN, ça me rend fou. On peut tout voir.
Et c'est par quelle technique ils sont détectés comment, les ARN? Donc ça, c'est une espèce de fiche multiplexée. Ah ouais. Avec Alors un là aussi, cycle- ça m'épate, parce que je trouve que hybridation in situ, quelquefois, pour un seul ARN, une seule sonde, on a un peu de mal. Et donc, ça m'épate de savoir qu'on peut y arriver avec 1000 sondes. Voilà. Mais la technologie avance. C'est vraiment des approches particulières. Hein. Le tissu est clarifié, Bon. et vraiment une préparation assez monstrueuse. Bon, et Bon, les comparaisons single cell qui marchent très bien. Et juste dernière question, stroma actif et inactif, Oui. c'est quoi? Actif. C'est un fibroblaste un peu inactif, c'est un peu vieillot, qui prolifère pas, qui est très très collagénique. Ah, ça c'est d'accord. Ouais. Et puis actif, c'est des fibroblastes, c'est plein de tous- fibroblastes. c'est tous les qui- autres. C'est D'accord. tous ceux qui très sont bien. très désorganisés, pas de. Voilà. Ben, merci beaucoup à tous les deux. Merci.